Des milliers de personnes ont manifesté vendredi dans plusieurs villes du Malawi. Objectif, protester contre la corruption présumée du gouvernement et réclamer la démission du président Peter Mutharika. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est de la Libye, est rentré à Benghazi, dans l'Est du pays. Il a assuré qu'il était en bonne santé après une hospitalisation d'au moins 2 semaines à Paris. Au Niger, les autorités s'attaquent à la cause du paludisme, maladie qui fait le plus de ravages dans le pays. Une opération de destruction des gîtes larvaires est en cours. Les images à suivre dans ce journal. Peter devrait démissionner, scandaient les manifestants vêtus de rouge qui ont défilé pacifiquement dans 6 villes de ce petit pays pauvre d'Afrique australe, dont Blantyre et Lilongwe, en présence d'importantes forces de police. Nous avons des problèmes d'électricité dans notre pays. Nous n'avons pas tout le temps de l'électricité. C'est pour cela que nous manifestons. Il y a trop de corruption dans ce pays. Too much corruption in our country. Il y a un pillage général des ressources publiques, au mépris de la loi. Les pleurs des habitants du Malawi doivent être entendus. Ces manifestations, les premières antigouvernementales depuis 2011, organisées par des groupes d'action civique, visaient à dénoncer la corruption et la piètre gouvernance au Malawi, dirigée depuis 2014 par le président Peter Mutharika. Plusieurs membres du parti de Mutharika, le Démocratique Progressive Party, DPP, avaient menacé de perturber les manifestations, mais elles se sont déroulées sans incident. Lors des marches antigouvernementales de juillet 2011, la police avait ouvert le feu, tuant 20 civils non armés, ce qui avait choqué le pays et conduit les donneurs internationaux à supprimer leur aide au Malawi, l'un des pays les plus dépendants de l'aide internationale. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Soumelou Boubèye Maïga assurent depuis plusieurs mois que le vote se déroulera à la date prévue malgré les reports successifs enregistrés pour les précédentes élections programmées depuis 2013 en raison notamment de la menace djihadiste dans le pays. La campagne électorale du premier tour sera ouverte le samedi 7 juillet 2018 à 0h et sera close le vendredi 27 juillet 2018 à minuit selon le test. Si un second tour est nécessaire, il se tiendra le 12 août. Cette annonce intervient après l'approbation lundi par l'Assemblée nationale avec 109 voix pour et 35 contre de la déclaration de politique générale du Premier ministre. Bien qu'Ibrahim Boubacar Keïta ne se soit pas déclaré, une centaine d'associations de la majorité ont apporté leur soutien à sa candidature en mars. Une dizaine de candidats se sont lancés dans la course, dénonçant la mauvaise gouvernance du pays. Les élections régionales, déjà reportées de décembre à avril, ont de nouveau été repoussées en mars à la fin de l'année. Les élections municipales, différées à plusieurs reprises, n'ont pu se tenir qu'en novembre 2016 sur une partie seulement du territoire en raison des violences dans le nord et le centre du pays. Le nord du pays était tombé en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes ont été en grande partie chassés et dispersés par une opération militaire lancée en janvier 2013 et qui se poursuit actuellement. Douze civils Touaregs ont été tués ce jeudi dans le nord-est du Mali, à la frontière avec le Niger. Selon un enseignant de Ménaka, le lieu de l'attaque est situé dans une zone de repos des terroristes et autres bandits. Dans des communiqués successifs, le MSA entendait le mouvement pour le salut de l'Azawad, issu de l'Est-Rébellion, et le Kassia, groupe d'autodéfense Touareg Ingad et alliés pro-Bamako, ont affirmé qu'une horde de malfrats arrivés sur 16 motos a fait irruption dans un campement à Aklaz, près de la ville d'Andiramboukane, et a ouvert le feu sur les civils. Parmi les victimes, on dénombre des enfants en bas âge et des personnes âgées. Ce bilan, ainsi que la présence parmi les victimes de vieillards et de mineurs, a été confirmé sous le couvert de l'anonymat par une source officielle malienne dans la ville de Ménaka en contact avec les responsables locaux à Andiramboukane. Suite à cette attaque, une patrouille du MSA a pris en chasse les assaillants ce vendredi matin.
Et le groupe affirme avoir mis hors d'état de nuire 4 malfrats et saisi des armes et des engins roulants, mais déplore un tué et un blessé parmi ses combattants. Khalifa Haftar n'était plus apparu en public depuis un certain temps et aucune photo récente de lui n'avait été publiée, nourrissant des rumeurs sur son état de santé qui avait inondé les réseaux sociaux en Libye. Des médias libyens et étrangers avaient même annoncé sa mort, malgré les démentis répétés de son porte-parole et de ses proches, ainsi que celui de l'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé. La durée exacte et la raison de son hospitalisation ne sont pas connues. À sa descente d'avion à l'aéroport de Benghazi, Khalifa Haftar, souriant et vêtu d'un costume de ville noire, est allé saluer ses généraux. Après une aide d'honneur et un tapis rouge, le maréchal s'est installé dans un vaste salon d'honneur de l'aéroport où officiers, parlementaires et dignitaires tribaux se sont succédés avec des discours de bienvenue. « Je tiens à vous rassurer, je suis en bonne santé », a-t-il dit, en prenant ensuite la parole, remerciant ses partisans pour leur loyauté et leur confiance, sans donner des détails sur son état de santé. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye fait face à une crise politique sans précédent, doublée d'une insécurité chronique. Deux autorités s'y disputent le pouvoir. D'un côté, le gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli, et de l'autre, une autorité exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le soutien du maréchal Haftar. Chef de l'autoproclamée armée nationale libyenne, Haftar est accusé par ses rivaux, notamment à Tripoli, de vouloir instaurer une nouvelle dictature militaire en Libye. Il est par ailleurs devenu la bête noire des islamistes. En 2017, après 3 ans de combats meurtriers, l'armée nationale libyenne est notamment venue à bout de groupes djihadistes qui s'étaient emparés de Benghazi. L'ancien président angolais José Eduardo dos Santos, qui a cédé sa place après 38 ans au pouvoir, va également perdre la présidence du parti au pouvoir, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA. C'est ce qui ressort d'un communiqué officiel du parti rendu public ce vendredi. Et selon ce communiqué, c'est le nouveau chef de l'État, João Lourenço, qui l'a remplacé l'an dernier, qui va lui succéder. Et ce, alors que les relations entre les deux hommes sont tendues depuis plusieurs mois. Par ailleurs, le MPLA tiendra un congrès spécial en septembre prochain. Ministre loyal sous José Eduardo dos Santos et figure du MPLA, João Lourenço a su pris en agissant rapidement contre la corruption d'État et le népotisme depuis son arrivée au pouvoir. Le rapport de la mission de l'ONU rendu public mercredi fait suite à une mission d'enquête diligentée du 14 au 22 mars 2018 sur des affrontements démarrés en décembre 2017 entre les communautés Emma et Landou. Cette mission a dénombré au moins 263 morts, dont 91 femmes. Ce bilan reste cependant provisoire car la situation est toujours tendue et les déplacements massifs de population rendent les investigations difficiles. Autre constat énuméré dans le rapport, le pillage de 120 villages et l'existence de 5 fosses communes qui, en réalité, sont des tombes communes à Bloukwa Centre et Mazé Waliba. Ces tombes auraient été creusées par les proches des victimes pour rapidement enterrer les morts et éviter les problèmes sanitaires, notamment entre février et mars 2018. Certaines victimes ont, selon le rapport, eu à faire face à une violence inouïe, des décapitations et des mutilations. L'évaluation des enquêteurs souligne par ailleurs que les attaques étaient assez bien organisées et assez coordonnées, ce qui laisse penser qu'il y a un certain délai d'organisation. Pour l'heure, rien ne laisse supposer que ces attaques ont été perpétrées par un groupe armé ou une milice armée. Les corps ont été découverts dimanche dans le village de Roussororo après plusieurs jours d'excavation de la part de résidents qui ont creusé jusqu'à 20 mètres de profondeur. Lorsque les corps ont été exhumés dimanche, certains survivants du génocide ont tenté d'identifier des proches perdus en 1994 sur la base de vêtements retrouvés dans les charniers.
batubwiye kuri kiriya cyobo bwa mbere kitwakuyemo abantu. Ils nous ont parlé de cette fosse où nous avons déterré des corps. La première fois que nous avions creusé, l'équipe qui faisait ce travail nous a indiqué qu'ils avaient atteint le fond sans rien trouver. Peut-être qu'ils ont été influencés pour ne pas mettre à jour les corps. Ensuite, nous avons refermé le trou et orienté nos recherches ailleurs, sans succès. J'ai donc pris la décision de réouvrir la fosse avec une autre équipe. Ce sont eux qui ont creusé et trouvé les corps. Ils nous ont indiqué que la première équipe n'était pas allée jusqu'au fond. Tuzana indi timu twakoranaga kuri kiriya cyobo cya kariyeri nibo bacukuye batubwira yuko batari bageze hasi ku mwisho. Cacher les corps était une des manières utilisées pour effacer toute trace du génocide commis. Les corps retrouvés à Rusororo ne seront pas les derniers à être retrouvés, a déclaré le directeur du mémorial du génocide rwandais, selon lequel cette découverte, 24 ans après le génocide, n'est pas une surprise. Il a indiqué que les corps seraient enterrés à un endroit digne pour permettre aux proches de ces personnes tuées lors du génocide de leur rendre hommage. La principale organisation de survivants, Ibuka, pense que ces 200 corps sont ceux d'un groupe de 3000 personnes tuées après avoir été rassemblées à Rusororo durant le génocide et dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Le génocide rwandais commis à l'instigation du régime extrémiste Hutu, alors au pouvoir, a fait quelques 800 000 morts entre avril et juillet 1994, essentiellement parmi la minorité Tutsi, mais aussi chez les Hutus modérés. Au Niger, comme dans la majorité des pays subsahariens, le paludisme demeure la première cause de morbidité et de mortalité chez les couches les plus vulnérables que sont les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Pays choisi en Afrique pour porter l'initiative Zéro Palu, je m'engage, le Niger, à travers la première dame Aïssata Issoufou, marraine de la lutte contre le paludisme, s'est engagé dans une vaste opération de démoustication et de destruction des gîtes larvaires. Je souhaiterais que la population prenne conscience du fait que les gîtes larvaires, c'est ce qui amène les moustiques. Et les moustiques, c'est ce qui amène le paludisme. Or, le paludisme, c'est la maladie qui tue le plus aujourd'hui au Niger et c'est la maladie qui paralyse le plus. Elle est très handicapante, même quand on ne meurt pas. Si on continue comme ça, on peut facilement arriver à zéro palu. Si on le fait sur tout le territoire du Niger et pourquoi pas tout le Sahel, parce que les moustiques n'ont pas de frontières. Cette initiative ne peut porter ses fruits que si tous les Nigériens s'engagent. Le programme national de lutte contre le paludisme ne peut à lui seul réussir. Il faut une conjugaison des efforts de tous à travers le respect des règles d'hygiène et d'assainissement. Si nous courons les caniveaux et que nous mettons des insecticides dans l'eau et que la population continue à mettre des ordures, vous voyez que c'est voué à l'échec. C'est pour ça que nous sensibilisons la population, tout d'abord pour qu'ils fassent le lien entre l'assainissement, la salubrité, les eaux qui stagnent et le paludisme. Dans le cadre de la lutte contre la maladie qu'il mène, le Niger a introduit un nouveau protocole, la chimioprévention du paludisme saisonnier, expérimenté par Médecins sans frontières depuis 2013.